Alors, on a à voir c'est également une maladie latente, la sclérodermie systémique, pas localisée, avec sa vasculopathie, c'est une maladie auto-immune, une fibrose exagérée, vous savez tous. Ce qui est vraiment frappant, c'est comme les trois autres topos, c'est extrêmement hétérogène, en manifestation clinique, en auto-anticorps, en vitesse de progression, en mortalité, en complications des organes et en survie. C'est vraiment malade par malade, comme dans les deux autres topos. Je vais revenir en arrière, j'ai sauté, voilà. Alors, il y a toutes sortes d'anticorps. C'est toujours un problème pour les cardiologues. Beaucoup de collègues me téléphonent pour les anticorps, et moi je téléphone souvent à Robin Dott après pour avoir aussi son avis. Retenez l'anticentromère, l'antitopoisomérase 1, SCL, c'est facile, et un qui s'associe beaucoup à la gravité, c'est l'anti-RNA polymérase 3. Alors, qui donne des atteintes la plupart du temps systémiques graves avec le poumon. C'est plutôt une maladie des femmes, ça vous savez tous, puisqu'il y a beaucoup d'Africains subsahariens au Congrès, c'est plus grave chez les Africains subsahariens, début plus précoce, plus d'atteintes pulmonaires, plus de mortalité, moins d'anticorps anticentromères. J'ai mis une étude tunisienne ici, qui est de Sfax. Il y a beaucoup plus de femmes en Tunisie qu'en hommes, le ratio est double, avec plus de maladies diffuses, moins d'anticorps anticentromères, et heureusement moins d'hypertension pulmonaire, qui est quand même le facteur de gravité. Mais 1 sur 2 a une pneumopathie interstitielle et 5% environ une atteinte cardiaque, quel que soit son type. La physiopathologie, c'est finalement très compliqué et finalement on n'en sait pas grand-chose. Il y a une atteinte vasculaire proliférative avec des vaisseaux qui disparaissent, ce qu'on voit un peu ici en bas. Et puis il y a également une fibrose qui se fait en aval. Et le traitement va essayer d'agir là-dessus, mais vous voyez que la physiopathologie intime est ultra compliquée. Ça veut dire qu'on n'y comprend rien. Les lymphocytes, les interleukines sont impliqués, mais nous n'avons pas un facteur spécifique sur lequel agir pour le traitement et d'agir sur toutes ces localisations. Alors ça se marie bien dans cette session. Vous retenez le terme en haut à gauche, subclinical, l'atteinte cardiaque, 70%. C'est exactement comme les deux autres topos. Finalement, on sait qu'ils sont malades, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la réponse, ce sera, c'est pas simple, comme les trois autres topos. Alors, cette atteinte cardiaque, elle est symptomatique dans un tiers des cas, elle compte pour la mortalité, et elle est en général associée à d'autres atteintes pulmonaires, rénales, etc. Quand il y a une atteinte pulmonaire liée à l'hypertension, c'est encore plus grave. L'hypertension artérielle pulmonaire de la sclérodermie est très grave, avec la moitié des morts en 4 ans. Et l'insuffisance cardiaque diastolique qu'on rencontre aussi dans cette pathologie, elle s'associe à quelque chose de particulier, c'est que la masse ventriculaire droite lors de l'HTAP n'augmente pas. Alors du point de vue du cœur, fibrose myocardique, qui dit fibrose dit trouble du rythme. 13% de tachycardie ventriculaire non soutenue. Et quand il y a une TV non soutenue, la mortalité, elle est extrêmement importante, 50% au lieu de 8% dans les quelques années qui suivent. Il y a des anomalies de conduction qui sont moins fréquentes. Il y a une insuffisance cardiaque, 4% à 5 ans dans l'étude européenne, qui est coordonnée par les internistes français, et la mortalité également élevée quand il y a une hypertension pulmonaire. L'atteinte péricardique, elle est très fréquente d'une manière latente, elle est rarement symptomatique, ça pose moins de problèmes. Vous voyez ici d'une part une fibrose périvasculaire du côté droit et une fibrose interstitielle diffuse du côté gauche. Cette fibrose, elle nous gêne parfois quand on met des stimulateurs ou des défibrillateurs pour des problèmes de détection. Alors comme tout à l'heure le topo de Khadija, ces maladies latentes, c'est une place du strain. Toutes les études, je vais vous demander de retenir toutes les études là. Toutes les études montrent que le strain est altéré dans la sclérodermie systémique. C'est un facteur de dépistage. Et l'IRM montre exactement la même chose avec une atteinte souvent diffuse de fibrose qui est bien visible au rehaussement par gadolinium, qui est diffuse, qu'on peut voir en rehaussement en T1 mapping. Et là, vous avez en haut une séquence STIR qui décèle un peu l'atteinte, mais pas très clairement. Une séquence en rehaussement par le gadolinium en bas, où on ne voit pas tellement plus. Et vous voyez l'apport fantastique en C, en T1 mapping d'IRM, on voit considérablement mieux, et en T2 mapping en bas. Donc le message, latent, dépistage, strain, confirmation,
IRM, et la Tunisie dispose de tout ça. T2 mapping, il y a des topos excellents. Allez au topo d'IRM dans ce congrès, ils sont fabuleux. Alors la myocardite, on peut aussi voir des myocardites très impressionnantes comme celle-là. Et puis finalement, maintenant, les troubles du rythme. Alors dans les maladies systémiques, il y en a deux qui favorisent beaucoup la fibrillation atriale. C'est essentiellement la polyarthrite noueuse, qui est quand même rare, la sclérodermie, malheureusement généralisée, qui est très fréquente, qui multiplie par 2 à 3 le risque de fibrillation atriale. Ce n'est pas le problème majeur, parce qu'on a les anticoagulants. Le problème majeur, c'est les troubles du rythme ventriculaire. La mort subite est 10 fois plus fréquente chez quelqu'un qui a une sclérodermie systémique que chez quelqu'un qui n'en a pas. 3% par an de ceux qui ont une sclérodermie avec atteinte cardiaque vont faire une mort subite. Les tachycardies ventriculaires non soutenues, c'est un malade sur 5 à un malade sur 6. Et les tachycardies ventriculaires soutenues, c'est 6%. Donc vous voyez des indications de défibrillateurs potentiels. Souvent, on ne les suit pas assez bien. Et souvent, il y a des problèmes techniques de détection à cause de la fibrose. Les anomalies électriques sont très fréquentes, bon, mais c'est surtout, retenez, le ventricule. Tu as une sclérodermie, tu fais un Holter de temps en temps. OK ? Alors, voilà, 10 fois plus de complexes prématurés ventriculaires, de 13 fois plus de tachycardie ventriculaire, et la mortalité 10 fois plus élevée sur le... De temps en temps, vous avez tout chez un même malade. Ça, c'est un truc, je ne sais plus où on l'avait fait. Et puis, il y a des troubles de conduction. Les troubles de conduction sont souvent bien connus à cause de la fibrose. Ce n'est pas majeur. Le problème majeur, parce qu'on arrivera toujours à mettre un pacemaker, hein, le problème majeur, c'est les troubles du rythme ventriculaire. Donc, je ne vais pas m'attendre plus. Est-ce que l'atteinte cardiaque a un retentissement sur le pronostic? Oui, on a l'IRM. Vous voyez en haut l'IRM avec un tagging ventriculaire, en bas avec l'oreillette. S'il y a un retentissement sur le ventricule gauche ou sur l'oreillette, vous tombez sur la courbe rouge, votre survie sera moins bonne parce que vous avez une atteinte ventriculaire ou auriculaire. Qu'en est-il de l'hypertension? Alors, si je n'ai pas le temps de terminer le topo, je vous invite à aller à la session sur le symposium sur l'HTAP qui aura lieu à midi en amphi tout à l'heure. Mais j'aurai peut-être le temps. Il y a 4 variétés d'hypertension artérielle pulmonaire qui sont artérielles, qui sont liées à la pneumopathie interstitielle diffuse, à la maladie véno-occlusive et à la dysfonction ventriculaire gauche éventuellement associée, avec des définitions différentes. Le problème de la sclérodermie, c'est qu'elle donne les 4 variétés d'hypertension artérielle pulmonaire. Pas uniquement artériolaire, la pression artérielle pulmonaire, mais également des pressions liées aux autres atteintes. Et alors, ce qu'il y a de très important, c'est que par l'écho, souvent on la surestime. On va trouver 50% des malades qui ont une HTAP, et quand vous faites le KT, vous ne trouvez plus que 8%. Et ça, c'est un message important. Alors, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de sensibiliser notre détection. Celle que je préfère, c'est celle qu'on a fait avec Nader Ametia à Mustapha à Alger. Elle a 200 malades avec une sclérodermie systémique, donc 15 avec une hypertension artérielle pulmonaire. Et elle a dessiné un algorithme avec la vitesse de la fuite tricuspide et en joignant la dyspnée. Et quand on met les deux ensemble, on arrive à une meilleure détection de la réelle hypertension artérielle pulmonaire. Il y a d'autres trucs bien plus compliqués. Par exemple, de classer les malades en faible risque, risque très fort et risque intermédiaire avec les signes cliniques, la distance de marche, le test d'effort, le NT-proBNP et l'échographie avec la surface de l'oreillette droite et éventuellement un épanchement péricardique. Donc ça, c'est très pratique, c'est facile à faire. Beaucoup plus difficile, le critère de risque dans les maladies systémiques avec hypertension pulmonaire, avec un premier scoring, vous voyez sur la ligne du haut, c'est un peu compliqué à faire. Je me suis dit, je vais réviser avant le topo. En fait, non, ça ne passe pas. Donc, vous voyez la ligne du haut, risque individuel, et vous mettez chacun des items, vous le projetez, et ensuite vous avez un risque du step 1, vous le mettez au step 2, et vous rajoutez les choses compliquées, comme l'échographie ou la fuite tricuspide, et ça vous donne un risque du malade. Ça n'a pas grand sens pour des malades qui ont un risque à 4 ans. Hein. Le risque, il est majeur si vous avez une HTAP de la sclérodermie. Alors, il y a 2 formes particulièrement graves, c'est quand il y a une atteinte interstitielle pulmonaire et une HTAP, ils ont un risque
très supérieure. Et puis la forme véno-occlusive aussi, qui est rare, mais qui est extrêmement grave, avec des survies qui sont très 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 limitées quand il y a une sclérodermie et une HTAP véno-occlusive. Alors le traitement, rapidement, il y a deux aspects. Et comme dans l'apnée du sommeil, je vais dire le plus important, c'est ce que vous pouvez faire sur les cofacteurs. Ils ont tous l'œsophage, ils mangent mal, ils sont dénutris. Il faut essayer d'aider de ce côté-là. Il y a des inflammations, il y a de la dépression. Il faut essayer de les aider de ce côté-là. Ils ont une maladie grave. La grossesse est plutôt à éviter. Mais souvent, c'est une question qui peut se poser. Heureusement, je ne l'ai jamais vécu, moi, c'est avec des malades. Et puis, vous avez des médicaments un peu compliqués qui vont agir soit sur la fibrose, soit sur l'inflammation, soit sur les deux, comme le tocilizumab, le Celcept ou l'indétamide. Mais ces médicaments-là sont encore en cours de développement. On a très peu de séries. Je les ai mises un peu ici. Les études SLS, Cana, Désir, Ascot, Assist, avec le cyclophosphamide, le Celcept, le tocilizumab, le rituximab, et un qui est probablement le mieux placé, qui est le nintédanib, qui donne des effets secondaires digestifs souvent importants. Le meilleur traitement de la sclérodermie systémique généralisée, c'est l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Le seul problème, c'est que son effet secondaire principal, il est cardiaque. Donc, ce n'est pas donné à des malades qui ont une atteinte cardiaque. Et vous voyez que l'atteinte cardiaque, c'est 70% de manière asymptomatique. Donc, ce n'est pas ce traitement-là, mais c'est un vrai problème. Alors ensuite, il y a un truc grave. Pourquoi pas les corticoïdes? Parce que les corticoïdes favorisent ce qu'on appelle la crise rénale. Je me dépêche. Et cette crise rénale, elle est très grave avec le passage en dialyse, avec une mortalité de 20%. Et c'est lié à la dose de corticoïdes. On a fait à la Société de médecine interne en France et avec beaucoup de collègues de la francophonie une étude sur les prescriptions des corticoïdes. Tout le monde essaye de les réduire. Vous voyez, 2013, 38%, 23%, mais on est souvent obligé d'en donner à cause de la fibrose, l'engainement, etc. Et le poumon. Et vous voyez que 48% des malades en avaient en 2013, avec une dose médiane de 7-5%, elle est en train de diminuer. Le traitement n'est pas bien systématisé, souvent on augmente les corticoïdes, mais ce n'est pas très très bien systématisé. Le traitement de l'hypertension pulmonaire, contrairement à ce qu'on croit sur la sclérodermie, ce n'est pas encore défini, c'est en cours pour le liloprost, les prostaglandol, le bosentan. Ça améliore sur les études publiées un peu la distance de marche, mais 100 mètres de distance de marche, ce n'est pas 100 ans de survie. Pareil, qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est l'avant-dernière diapo, la plus importante est après. Éduquer les malades à surveiller leur pression artérielle pour éviter la crise rénale, surveiller le poumon régulièrement, surveiller l'écho et surveiller surtout le Holter. La TV, c'est le seul truc sur lequel on pourra agir. Et les peptides natriurétiques. Et là, j'ai la diapo la plus importante. C'est la seule que je voudrais que vous reteniez. C'est le service de M. Soulier. Vous voyez, il est avec son chien, et à sa gauche, la dame, Mme Hurier, qui faisait les électros. Là, à droite, vous avez, à l'extrême droite, ah non, il faut que je le mette là. Là, à l'extrême droite, vous avez au premier rang, assis, le professeur Ben Ismail, chef de clinique chez M. Soulier. Et là, vous avez son grand ami, mon premier patron, ici, là, le professeur Jean Accard. M. Accard m'a dit de transmettre ses amitiés à M. Ben Ismail, qui ne peut pas être là, mais j'ai confié la responsabilité à M. Meshmesh, qui le fera. Ce sont deux grands amis. Quand j'étais interne chez M. Accard, il me disait, monsieur, il faut bien s'occuper de ce malade, c'est un malade de M. Ben. Oui, monsieur. C'est pas la peine de vérifier, tout est bien fait, mais il faut être gentil. Oui, monsieur, je serai gentil avec le malade. Voilà, mon topo est terminé.